contre routine, contre gris, contre lenteur, contre visage terne, contre visage muet, contré, visage et langue qui se détournent, contré. Toi tu criais, mais criais contre, alors ensemble, contre, et on marchait, on criait contre, mais les chaos, mais les murs, et puis toi assis, et moi contre le mur, et trop de leur guerre, trop partout de mains sur la tête, bras sur le front, contre, non, je m'enferme, toi tu hurles contre, mais je n'entends rien, le mur, je suis contre, la tête est morte, la tête est en plâtre, fausse tête en vitrine, c'est toute la ville et les puissants, leur tête en plâtre et nos écrans du dedans, alors nous on crie comme dedans, ça crie, nous en les tend au dehors, nos craquements du dedans, on les jette au dehors, on répète contre et tant d'autres déjà, on dit hurler, crier, parler, afficher, peint, photographier, jouer contre, mais nous ici, on appelle, nous ici, c'est voix, nous ici, c'est images, c'est chants et peau, et les machines aussi sont voix du contre, et comme tout du monde paraît petit en ces instants, demain serait possible, tu crois, mais comment on serait pas, comment on serait pas contre, mais tu ne le disais pas pour moi, si?
c'est faire toute sa place à la fiction. Contre, c'est être tout contre, même contre soi, contre ses proches, contre ses amis, pour mieux les aimer, pour mieux s'accepter. Contre, c'est être exigeant. Contre, c'est travailler dès que c'est possible, dès que s'ouvre une fenêtre. Contre, c'est se cacher tout près, là même où on ne vous attend pas, sur le petit banc, abrité des regards, à quelques encablures de son travail. Contre, c'est refuser les médias, les lire, les écouter, les voir le moins possible. Contre, c'est faire des détours. Contre, c'est approfondir systématiquement. Contre, c'est travailler encore et encore. Contre, c'est manquer de sommeil. Contre, c'est tricher avec la grande broyeuse, surtout pas avec soi. Contre, c'est partager les raccourcis, les astuces, les contres. Contre, c'est ne jamais prendre le chemin le plus court. Contre, c'est prendre toutes les pauses de cigarettes, même quand on ne fume pas. Contre, c'est noter ses rêves tous les matins. Contre, c'est prendre les choses en note. Contre, c'est photographier, tout photographier. Ne serait-ce que pour savoir de quoi les choses auront l'air quand elles seront photographiées. Contre, c'est ne pas laisser un pouce de terrain. Contre, c'est refuser. Contre, c'est lutter. Contre, c'est résister. Contre, c'est argumenter longtemps, souvent. Contre, c'est aller au bout des choses. Contre, c'est écrire même quand ça ne vient pas. Contre, c'est ne jamais perdre son temps. Contre, c'est faire feu de tout bois. Contre, c'est retourner les pierres, non pour voir ce qu'il y a dessous, mais pour les retourner. Contre, c'est refuser les discours politiques. Contre, c'est refuser les explications rationnelles. Contre, c'est refuser la communication. Contre, c'est lire de la poésie, en apprendre par cœur, sans réciter, à tout moment. Contre, c'est écouter, vraiment écouter de la musique. S'obliger à écouter un disque par jour, un disque exigeant, de la musique savante. Contre, c'est regarder les films en version originale. Contre, c'est noter dans son agenda des rendez-vous avec soi-même. Contre, c'est faire des ratures, corriger, beaucoup corriger, tailler dans le vif, pas faire de quartier, pas faire de sensiblerie. Contre, c'est lire le soir avant de dormir. Contre, c'est la lecture du soir. Contre, c'est aérer sa chambre tous les matins. Contre, c'est sortir marcher tous les jours. Contre, c'est nager à contre-courant, contre soi-même. Contre, c'est rendre visite à ses amis, le faire souvent, ne pas écouter leurs excuses, et qu'eux ne le font pas aussi souvent. Contre, c'est tricher sur l'heure du repas. Contre, c'est travailler sur 1000 choses à la fois ou sur une seule. Contre, c'est ne pas répondre au téléphone. Contre, c'est prendre le temps de se faire à manger, de s'appliquer à chaque plat même et surtout soit seul. Contre, c'est recommencer tout depuis le début. Contre, c'est jamais abandonner, jamais. Contre, c'est pas abdiquer. Contre, c'est le combat de tous les jours. Contre, c'est faire sienne les corvées, les tâches ménagères, les faire bien. Contre, c'est travailler dur à ce qui peut être fait et ne pas accepter ce qui ne peut pas être fait. Contre, c'est s'imposer une discipline luthérienne à être immoral. Contre, c'est discuter sans cesse. Contre, c'est dire et appeler les choses par leur nom. Contre, c'est tout un programme. Contre, c'est tout un programme dont la liste des items ne fait que s'allonger. Contre, c'est trop embrasser tout le temps. Contre, c'est s'organiser collectivement, préférablement. Contre, c'est refuser l'organisation. Contre, c'est exiger l'impossible de soi. Contre, c'est ne pas battre en retraite, c'est tenir tête. Contre, c'est faire spectacle de toutes choses. Contre, c'est respirer. Contre, c'est arriver plus tôt au travail, profiter du peu d'affluence dans l'open space pour travailler contre. Contre, c'est manger vite le midi,
pour augmenter le temps de lecture sur le petit banc abrité des regards à quelques encablures de son travail. Contre, c'est profiter des salles d'attente pour lire, toujours avoir un livre avec soi. Contre, c'est être à contre-temps pour profiter du manque d'affluence, gagner du temps pour pouvoir en fabriquer. Contre, c'est systématiquement ignorer le manque de temps et travailler dans le détail, s'astreindre à une qualité irréprochable même si on ne dispose pas de tels moyens, de telles forces. Contre, c'est se battre contre plus fort que soi et gagner, même quand on perd. Contre, c'est faire dire aux mots ce qu'ils n'étaient pas destinés à signifier. Contre, c'est refuser le rouleau compresseur de la dialectique. Contre, c'est décortiquer la propagande et la détruire. Contre, c'est être improductif, mais pas contre-productif. Contre, c'est tâtonner. Contre, c'est se bonifier. Contre, c'est chanter, même faux. C'est danser, même quand on pèse plus d'un quintal. Contre, c'est refuser les évidences. Contre, c'est répondre en criant même aux mensonges de la radio, de la télévision, des journaux. Contre, c'est ne pas lire les journaux. Contre, c'est ne croire en rien, vraiment rien. Contre, c'est sans fin. Contre, c'est retarder les issues. Contre, c'est contredire jusqu'à l'absurde. Contre, c'est faire deux choses à la fois en faisant seulement semblant de faire la tâche apparente. Contre, c'est ne pas écouter ce qu'on vous dit ou l'entendre parfaitement. Contre, c'est se débattre contre la tyrannie de la réalité. Contre, c'est faire sa prière à soi-même 5 fois par jour. Contre, c'est s'encombrer le moins possible. Contre, c'est se lester des lectures indispensables. Contre, c'est fermer les yeux en écoutant de la musique. Contre, c'est lire à voix haute. Contre, c'est au moins être contre une fois par jour, même quand tout va bien. Contre, c'est mener toutes les guerres de front, n'abdiquer dans aucune. Contre, c'est vérifier les mots dans le dictionnaire. Contre, contre, aussi. Quoi? Rien. Je suis entouré de feux qui ne brûlent pas. Et puis, haine. Haine. Failli du bras, peut-être, mais haine. Je vous aurai bien un jour, gens d'aujourd'hui, âmes et buveurs de sang. Je suis copain des pierres qui tombent et des inondations et de la mer incessamment ouverte et qui ne demande qu'à noyer. Je vous déteste tous. Ceux qui se tapent sur le ventre entre eux, disant le premier au deuxième, t'as raison. Révolutionnaires, en brigades et comités. Ou gens assis, actionnaires de la vieillesse, de l'interminable et du cafard. Vous tous qui ne m'avez pas donné mon compte de viande. Haine. À quel métier? Exercé dans les mots. Des mots courts, des mots à longue articulation, des mots qui finissent en pop, des mots qui finissent en on, des phrases qui comportent des verbes, ne pas oublier les verbes, donner de la couleur aux verbes. Allez-y, on s'amuse, on se torlote avec des héros. Homme arc-bouté, homme au bon, homme dévalant. Homme pour l'opération éclair, homme pour l'opération tempête,
pour l'opération Saguet, pour l'opération Harpon, pour l'opération Requin, pour l'opération Arrachement. Homme non selon la chair, par le vide et le mal et les flammes intestines, et les bouffées, les décharges nerveuses, et les revers, et les retours, et la rage, et l'écartèlement, et le décollage dans les étincelles. Homme non par l'abdomen et les plaques fessières, mais c'est courant. Sa faiblesse qui se redresse au choc, c'est démarrage. Homme selon la lune et la poudre brûlante et la kermesse en soi du mouvement des autres. Selon la bourrasque et le chaos jamais ordonné. Homme tout pavillon dehors, claquant au vent bruissant de ses pulsions. Homme qui rosse les perroquets, qui n'a pas d'articulation, qui ne fait pas d'élevage. Homme boue. Homme à crête, à piquant, à raccourci. Homme à huppe, galvanisant ses rayons. Homme aux appuis secrets fuyant, loin de son avilissante vie. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment. Un édifice que vous ne détruirez pas. Qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez gelé de tous vos Parthénons, de vos Ars arabes et de vos Ming, avec de la fumée, de la dilution et du brouillard, et du son de peau du tambour, je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes. Forteresses faites exclusivement de remous et de secousses contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaises et galimatias et poussières de sable sans raison. Glas. Glas. Glas sur vous tous. Sur les vivants. Ô monde étranglé, ventre froid. Pas symbole, mais néant, je contre et te gave de chiens crevés en tonnes, vous m'entendez? En tonnes, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. Du serpent et son fidèle compagnon. Fidèle, il l'estime à sa juste valeur. Frères, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne fâchent pas le loup. C'est la chair du mouton qui lâche. Dans le noir, nous verrons clair, mes frères. Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite. Carcasse, où est ta place ici? Gêneuse, pisseuse, peau cassée, poulie gémissante. Comme tu vas sentir les cordages tendus des quatre mondes, comme je vais t'écarteler. Bruxelles, le 63 septembre 2012.
ébloui à Bruxelles en novembre. Chicago, le 28 décembre 1989. Je me demande comment les hommes et les femmes prenaient la mesure de leur vieillissement avant la photographie. Comment pouvaient-ils mesurer l'écart entre deux périodes ? Je remarque que les images dans mes rêves ont la netteté, le cadrage et la lumière de mes photographies. Qu'en quelque sorte, dans mes rêves, je vis à l'intérieur de mes photographies. De même, c'est fréquent que dans mes rêves, je fasse des photographies. Il ne m'en reste évidemment aucune. Il arrive cependant que je finisse par retrouver dans mes planches contact, ou désormais dans l'arborescence de mes disques durs, des photographies prises dans mes rêves. Ce qui chaque fois me trouble beaucoup parce que je n'ai pas toujours souvenir de les avoir prises et les circonstances des images voisines n'éclairent pas toujours très bien les conditions dans lesquelles ces images mystérieuses ont finalement été prises. La photographie nivelle beaucoup les choses. Entre un rond-point à Créteil et un magnifique buste indien du XIIe au musée Guimet, à peine un écart. Les deux sont devenus des images. Donnez-moi un appareil photo dans un embouteillage et je suis délivré de l'ennui. Élever une petite fille, lui apprendre à faire de la balançoire pour la prendre en photo. Rêve. Ils sont bien aimables de m'indiquer la sortie. Ce que je recherche, moi, c'est une sortie définitive de leur monde abîmé. Pour la sortie du parking, je sais encore me débrouiller tout seul. Parfois, j'aimerais tellement avoir des photographies de mes enfants comme tout le monde prend des photographies de ses enfants. Des photographies qui ne seraient pas seulement maladroites, mal exposées, à la mise au point défaillante, mais des photos moins engluées dans le quotidien que celles que je prends presque tous les jours de mes enfants. Ce seraient des photos de leurs anniversaires, de leur première communion, de leur bar mitzvah, de l'arbre de Noël, d'une sortie à l'école, d'un match de rugby. Nathan portant un trophée en toque avec ses copains du rugby. Nathan montrant ses fesses avec ses copains dans le bus au retour du match. Les filles au cheval, elles aussi portant fièrement des trophées galop 1, galop 2, galop 3, galop 4, galop 5, galop 10. Elles. Des photos de classe. Mais voilà, j'ai aucun talent pour photographier les circonstances exceptionnelles. 20 années à photographier des paysages urbains qui n'en sont pas, à photographier des petites choses, de ces accidents visuels, à photographier l'infraliminaire, et donc juste la croissance invisible à l'œil nu des enfants, jour après jour. Je n'aurais pas pris une seule de ces photos que tout le monde a de ses enfants. Il n'est pas impossible que mes enfants me le reprochent plus tard, arguant même que je n'ai pas d'excuse, que pendant toute leur enfance, j'ai toujours eu sous la main du très bon matériel photographique. Et j'imagine que la seule chose que je pourrais leur dire, c'est que c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. À la réflexion, je me dis que c'est souvent la langue. À la réflexion, je me dis que c'est souvent que la langue est prise en défaut pour ce qui est de noter les rêves. Leur situation paradoxale présente des défis exceptionnels. Les faire rentrer dans des descriptions nécessairement rationnelles. Tant d'images sont hors de portée. On en perd tellement. Même en s'astreignant à les noter, en étant soi-même encore partiellement enseveli de sommeil. Il faudrait joindre l'image, le son aussi, et sans doute également les odeurs, les goûts, les mouvements. En un mot, il faudrait un site internet pour chaque rêve. Et une vie, naturellement, n'y suffirait pas, mais le faire de temps en temps paraît salutaire.
Le rêve cette nuit, au milieu de mes livres, que le contenu des livres de ma bibliothèque s'effaçait secrètement à mesure que j'oubliais ce dont il était question dans chacun d'eux. Le nom de certains personnages disparaissait. Puis la fin de certains livres, dont je ne me souvenais que de plus en plus imparfaitement, au point de les confondre avec la fin d'autres livres. La contagion de cette disparition s'étendait donc aux livres confondus, puis c'étaient des passages entiers que j'avais oubliés du tout au tout. Certains livres ne contenaient plus que quelques paragraphes disparates dans des océans de pages blanches. Souvent, il demeurait l'incipit de tel ou tel livre, mais rapidement, les livres s'effaçaient. Ce qui semblait su de tous, inconnu de moi, jusqu'au jour où je découvrais, apeuré, l'étendue du désastre. Même certains titres avaient disparu des couvertures de certains livres lus il y avait tellement longtemps, et qui, même lors de leur lecture, m'avaient posé de grands problèmes de mémoire et de concentration. Le livre ouvert, que tu tiens tous les jours dans ses pages, tu ne sais pas comment il finira. Tu ne sais pas non plus quand il finira. Je note souvent mes rêves dans un petit carnet tout exprès. La nuit dernière, j'ai fait le rêve d'une installation d'art contemporain dans laquelle les nerfs des visiteurs étaient particulièrement éprouvés puisqu'ils étaient amenés à déambuler dans des espaces peuplés, entièrement libres de leurs mouvements, de tigres, de serpents et même de certaines créatures préhistoriques dans les pièces plus grandes. Marcher au milieu de tigres procurait une impression indicible entre la peur absolue et une volupté exceptionnelle au frôlement de leur fourrure. Une volupté exceptionnelle au frôlement de leur fourrure. Des avertissements affichés à l'entrée de l'installation assuraient aux visiteurs qu'ils ne risquaient absolument rien. Et que toutes ces créatures étaient muselées électroniquement par des puces leur infligeant de très puissantes décharges électriques dès qu'elles se montraient un peu agressives. La visite de tout un groupe de visiteurs étrangers tournait cependant au cauchemar. Un dysfonctionnement du dispositif sans doute. Et les visiteurs se faisaient dévorer par une meute de... Et là, ne pouvant pas me souvenir du nom de cette créature du Jurassique sans doute, j'ai pris un post-it, je l'ai sommairement figuré, me promettant de faire une recherche d'images sur Internet. La sauvegarde du monde des rêves est désormais entre nos mains. Le dimétrodon, donc.
Parole de photographe. On photographie et on enregistre pour mieux oublier, dit-il, à son amour, qu'il photographie si souvent. Le pouvoir et la puissance véritable de la lumière, défigurer les lieux que l'on connaît pour passer devant tous les jours. Les rêves que tu peines tant à prendre en note le matin, quand ils sont encore frais, et dont les images disparaissent peu à peu au fur et à mesure que tu tentes de leur donner une forme compréhensible. Quand tu les relis à distance, des semaines et des mois plus tard, tu es surpris de voir à quel point ces petits récits, tellement imparfaits, mal écrits pour beaucoup, occasionnent chez toi un souvenir d'une très grande clarté de ces rêves passés. Tu tentes alors de reprendre l'écriture de ces petits récits, mais pareillement tu butes contre un épais mur de brouillard. Ces images-là, tu n'en seras jamais que le seul témoin. Ce carnet-là n'est que pour toi. Et puis il y a ces rêves que tu ne prends pas en note parce que tu n'en aimes pas l'écho, non qu'ils soient tout à fait des cauchemars, ils sont moins effrayants que d'autres que tu as déjà pris en note, mais non, ces rêves que tu ne notes pas sont ceux qui sans doute t'éclairent à propos de toi-même selon une lumière trop crue, trop contrastée, trop surnaturelle, non que tu fuis nécessairement de tels éclairages et tu n'as pas besoin de ces rêves pour être toi-même, tu attends au contraire des rêves qu'ils te montrent ce que tu pourrais être, parfois d'un simple pas de côté. Quelle déception le rêve de cette nuit. Toute sa séquence qui respectait parfaitement l'ordre chronologique, pas le moindre écart. Je ne fais pas mes félicitations au monteur indigent de cette affaire. Comment se fait-il que tes rêves les plus terrifiants que je fais, les cauchemars les plus effrayants, ont pour cadre mon lit même, cauchemar dont j'émerge avec d'autant plus de difficulté, donc de peur, que mon corps est encore dans la position dans laquelle il se trouvait dans le rêve. Ces messages et toutes les pièces jointes ci-après, le message sont établis à l'attention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou qu'il ne vous est pas destiné, merci de le détruire, ainsi que toute copie de votre système et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute lecture non autorisée, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message électronique susceptible d'altération des ordres.net et ses nombreuses filiales déclinent toute responsabilité au titre de ce message dans l'hypothèse où il aurait été déformé, modifié ou falsifié. N'imprimer ce message que si nécessaire. Pensez à l'environnement. Je me souviens qu'enfant, quand j'entendais parler de dernier sommeil, périphrase de la mort jugée apaisante, je trouvais l'expression encore plus anxiogène que la mort elle-même.
Fontenay-sous-Bois, le 83 septembre 2012. 1. Tu ne prendras pas de notes de la journée. 2. Tout ce que tu entendras, tu devras l'oublier, le supprimer. 3. Rien ne devra te toucher. 4. Tu ne devras rien comprendre. Tu ne demanderas à aucun des intervenants la traduction des nombreux acronymes dont tu ne connais pas la signification. 5. Tu t'efforceras de ne pas comprendre la signification des mots de ce qui est dit là. Vidant les exposés de toute substance, tu verras avec une clarté infaillible les tenants et les aboutissants psychologiques de ce qui se joue là. Tu seras effaré par le langage de la domination. Tu seras effaré par l'empressement des soumis. Tu gendarmeras étroitement ta propre soumission. Tu n'y parviendras pas toujours. 6. Tu penseras à autre chose. 7. Tu n'auras pas de questions. Tu n'écouteras pas les questions. Tu n'entendras pas les réponses. 8. Tu ne parleras pas de la journée. 9. Tu refuseras, même pas poliment, les croissants qui te sont offerts. Tu ne manges pas de ce pain-là. 10. Sur l'écran de présentation, tu imagineras toutes les images que tu aimerais projeter pour saboter les exposés. Tu penseras beaucoup à des images pornographiques. De toute façon, depuis quelque temps, plus rien ne te console. Tu es impuissant. Descendu du train en marche, et tu le regardes s'éloigner. C'était une erreur d'en descendre. C'est ici qu'il faut apprendre à marcher, à ne plus compter que sur soi-même. Marche, il le faut. Il n'y aura peut-être plus de train pour toi. Et cesse de te parler à toi-même. Tu es pris au piège. Chacune de tes gesticulations ne fait qu'approfondir le trou dans lequel tu es tombé. Cesse de t'agiter et réfléchis. Mais réfléchis vite. N'attends pas trop longtemps avant de t'agiter pour de bon. Contre soi-même. Quand j'écris les pages de contre, il m'arrive de me faire horreur. Tant je sais que la lutte que je parais y mener est à la fois inéquitable et fausse. Inéquitable parce que nul ne peut penser raisonnablement tenir contre la grande broyeuse sans pactiser, même momentanément, avec elle. Et fausse parce que justement ces pactes, aussi temporaires soient-ils, amalgamés, sont en fait des trahisons dans les grandes largeurs. Ce manque de courage, cette compromission me fait horreur. Et n'est-ce pas là le lot même de toute résistance ? Savoir ce contre quoi on se bat infiniment plus fort que soi. On ne peut pas à soi seul espérer gagner, l'emporter. Tout juste peut-on tendre vers le retard de l'issue naturelle.
Ne devrait-on pas au contraire précipiter la fin, provoquer l'affrontement pur et simple, plutôt que de se cacher, de louvoyer, de feindre tant de démissions quotidiennes, sans compter qu'on est son pire ennemi? Parce qu'à craindre pour soi, on se défile par trop contre. C'est peut-être contre soi-même que cela commence. Un être savant, un jour, est venu, nous a instruits, nous, ignorants. Il nous a appris à parler. Auparavant, nous ne savions que chanter. Ce fut une tentation. Il ne fallait sans doute pas accepter. Maintenant, nous savons tous parler, après quelques années d'enfance et de balbutiements. Mais à présent, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus l'enchantement. Il se faisait des choses. Il y avait des entreprises, des réunions, des travaux, des préparations en vue du futur. On avait des arbres. Il s'occupait de presque tout. Autrefois, il nous gouvernait. Nous n'avions pas à vouloir, à décider. Nous pouvions encore jouer. Il a disparu sans qu'on se l'explique. Maintenant, tout nous incombe à nous. Il laisse faire. Il n'est plus intéressé. Il fait comme s'il n'était pas au courant. Ce n'est pas la première fois qu'il s'était détaché. Certes, à ses yeux, nous ne sommes pas satisfaisants, pas non plus très intéressants. Nos pères prédécesseurs savaient comment l'intéresser. Ils savaient, eux, ce qu'il fallait pour ne pas rester seuls et le faire revenir. Mais nous, nous ne savons pas. Nous n'en avons pas trouvé le moyen. Une musique, auparavant, nous reliait. Une musique nous avait été donnée pour cela, pour revenir à lui. À l'être si important qui pouvait nous gouverner notre terre. Une certaine musique. Il le ramenait à nous, cette musique-là qui nous avait été léguée afin d'être le lien, mais elle a été perdue, celle-là. Certains parmi nous quittent la tribu afin d'aller vivre avec les animaux sauvages. Nous les laissons partir. Les bêtes sauvages n'en veulent pas. Elles ne se laissent pas tromper par des inclinations tumultueuses
par simplement des intentions. De ce côté, le fossé est grand et large, un fossé qui ne peut actuellement être comblé. Car nous ne sommes pas des bêtes. Quoique d'une certaine façon, nous ne soyons pas encore parfaitement des hommes, nous le serons. Il ne faut pas désespérer. Nous l'avons été. Dans des temps anciens, nous le fûmes. En même temps que ceux-là qui, présentement, dans les bois et la savane, sont redevenus entièrement des bêtes. Mais nous les respectons. Nous nous interdisons de surveiller leur vie ou de chercher à savoir des choses sur elles qui, d'une manière ou d'une autre, les humilieraient peut-être. Car malgré que nous soyons restés plus qu'à moitié hommes, surtout par l'aspect et donc en avance sur elles, il est à craindre, il est possible que nous ne redevenions hommes complets et véritables qu'après elles. On ne peut savoir. On ne peut être sûr. Se vanter ne serait pas bien. Pour le moment, sur quatre pattes ou autrement, elles attendent dans la forêt, dans des terriers, leur lointain avenir d'hommes, avec une grande dignité. Avec une dignité exemplaire. Henri Michaud, En route vers l'homme.